Alexandre, bonjour. Bonjour Lénaïque, vraiment. Encore une fois, je te remercie pour ces séries d'émissions pour comprendre un petit peu plus le monde de l'Océanie. Donc, tu es historien, anthropologue, linguiste, conseiller historique aussi au cinéma. On a vu avec toi des extraits des deux livres que tu as écrits, l'histoire de la Polynésie française en 101 dates et l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en 101 dates. Mhm. Et maintenant, on va parler de ta nouveauté, du livre qui vient de sortir. On est en 2020, donc c'est le tout nouveau, tout chaud. Et c'est un livre qui s'appelle Chronique du Pacifique, Histoire et culture d'Océanie. C'est toujours aux éditions de Moana. Voilà, absolument. Alors, bouge pas, histoire que ta caméra, je sais pas, ça, c'est un peu flou. Avance un petit peu. Ah, Voilà. je pense qu'on voit bien là maintenant. Et on va plonger directement au cœur de ce livre. Et Euh, du Pacifique, du coup, plonger dans le Pacifique, c'est toujours pas mal. ah bah oui, l'eau est plus sympa qu'en Bretagne, hein, je l'avoue. Il y a des jolies couleurs, mais un peu niveau température, quoi, c'est Et ça? voilà, niveau température, c'est pas Bon. terrible. Ça pourrait être mieux. Mais bon, comment ce nouveau livre est né? Ah, mais c'est tout bête. C'est tout bête. Ben, il y a quelques années, il y avait eu un site d'information sur l'outre-mer qui s'était lancé, tu vois, en 2016. Et puis, on m'avait appelé pour participer, écrire des chroniques sur ce site-là. Et puis l'an dernier, les gens m'ont parlé souvent en me disant: «Tiens, tel et tel sujet, je connais pas bien». Je dis: «Ben, tu as lu quoi?» «Ben, j'ai lu ça, j'ai lu ça». Tu dis: «Bah, attends, moi j'ai écrit quelque chose dessus». Par exemple, sur les cultes du cargo, tu vois? Bon bref. Et on me dit: «Ah mais c'est super ce que tu as écrit tout ça, j'ai vite compris et cetera». Je dis: «Bon, bah, ce serait bête, c'est vrai, de pas les mettre sous forme de livres, tout simplement, ces petites chroniques, hein». Parce qu'on a souvent tendance à chercher des choses sur internet, puis on se perd quand on cherche des liens et des informations et on oublie ce qu'on cherchait Non au départ. seulement on se perd, mais des fois, c'est des écrits qui ne sont pas faits pour monsieur et madame tout le monde, c'est pour des étudiants. Donc, Voilà, pas forcément, ça ne donne pas forcément envie de lire, quoi. c'est ça en plus. Et j'ai dit: «Ben, alors que quand on a un livre, au moins, il est rangé, il est posé quelque part dans son salon, sur un radiateur ou sous une véranda, quoi, le taoupé. Et au moins, on peut le lire et le prendre et le feuilleter, et cetera. Alors qu'un site internet, on ne feuillette pas, malheureusement. Donc, j'ai eu envie vraiment de les mettre sous forme de livres, tout Eh simplement, ben, pour tu as se bien fait. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on plonge dans ce livre, on plonge dans l'Océanie et on commence, je te propose, par le peuplement. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? on va commencer par commencement, c'est vrai. Le peuplement du Pacifique, ah, c'est super intéressant, ça. Là, on a quoi, 2 heures devant nous? Non, Non, bon, alors on va faire vite, sinon on alors. va perdre la moitié des gens. Le peuplement du Pacifique, bah, c'est vraiment notre dernière histoire commune, hein. J'aime bien parler de ce qui nous relie, nous tous, là, les êtres humains, et de ce peuplement, de cette fameuse sortie de Out of Africa, quand l'homme est sorti d'Afrique. L'homme et la femme sont sortis d'Afrique pour peupler un peu notre belle planète tout entière. Et la dernière partie qui restait à peupler par l'homme, bah, c'était justement l'Océanie et l'Océanie proche, donc l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Et l'Océanie insulaire, beaucoup plus éloignée, les îles. Et donc, voilà notre dernière étape de peuplement de notre petite planète, la Terre, qui a commencé il y a 50, 60 000 ans, hein, au fur et à mesure des découvertes archéologiques, on remonte, et la date, qui a commencé donc par l'Australie, il y a 60 000 ans. Hein, les hommes ont rejoint l'Australie. À cette époque, l'eau était beaucoup plus basse dans les océans. Il y avait des glaciers, donc il y avait de l'eau dans les glaciers et donc moins d'eau dans les océans. Donc le niveau des mers était beaucoup plus bas. Et on pouvait presque facilement franchir à pied toutes les îles indonésiennes, hein, on est vers Bali, Timor, etc., jusqu'à l'Australie. Et donc, les hommes, les ancêtres des aborigènes, sont arrivés en Australie il y a 60 000 ans, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'eau a remonté, les hommes s'y sont isolés et ont créé leur propre culture, la culture papou, la culture aborigène, qu'on découvre d'année en année, vraiment. Hein. On a longtemps cru et longtemps dit, par exemple, que les aborigènes n'étaient que des chasseurs, cueilleurs, etc., qui ne vivaient comme en gros des hommes préhistoriques, ce
ce qui est complètement faux. Maintenant, on le sait de plus en plus. Déjà, on le savait par leur récit, la littérature orale qui raconte leur histoire, et puis par des découvertes archéologiques. Et là, dernièrement, l'an dernier, on a même classé des viviers et des pièges à poissons aborigènes. Donc, on sait que maintenant que les aborigènes pratiquaient l'élevage de poissons, l'élevage d'animaux également, et que ce n'était pas juste des chasseurs-cueilleurs comme nos ancêtres, hommes préhistoriques, mais que c'est bien des hommes foncièrement et absolument complètement modernes, comme tout un chacun, qui déjà à l'époque pratiquait donc une forme d'horticulture et d'élevage, tout simplement. Et puis un deuxième peuplement, bien plus tard, donc là on est à 5000 ans, rien à voir avec les aborigènes et les Papous, et là c'est des hommes qui partent de Taïwan, et qui vont, au fil des siècles et des millénaires, peupler presque une après l'autre et une à une les îles du Pacifique. Donc Taïwan, et puis après les Philippines, etc. On descend très vite. L'Indonésie, bon, ça a pris des siècles. On arrive en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu d'un côté. De l'autre côté, on va arriver à Madagascar. Tout ça avec des bateaux, des pirogues, et puis on apprend à faire de plus en plus de meilleurs bateaux, de meilleures pirogues. Et puis ensuite, Vanuatu, etc., Fidji, Tonga. On va s'arrêter à Tonga pendant très longtemps. Donc là, on arrive à Tonga vers l'an -800 avant Jésus-Christ. Puis on va repartir pour peupler. Pour peupler, attends, Alexandre, il y a eu petite perturbation. Ils partent. Alors, connexion instable. Est-ce que tu m'entends bien? Mais moi, je t'entends plus par contre. Ah, ça y est, c'est revenu. Le son est revenu. Donc, Je ne sais pas ce qui se passe. tu as touché un truc ou pas? Non, tu n'avais rien touché? Même pas. Voilà. J'en étais où? Eh ben, On va en fait, recommencer là où j'en étais. on était au peuplement, le deuxième peuplement, c'est-à-dire la deuxième vague de peuples qui part de Taïwan et qui part ensuite en Philippines, Indonésie, c'est ça? C'est ça, bien sûr. Et puis ils vont arriver donc au bout. Et au bout du bout, c'est-à-dire l'île de Pâques, Hawaï et Aotearoa, la Nouvelle-Zélande. Et l'île de Pâques qui ne s'appelait pas l'île de Pâques à l'époque. Et donc, on va arriver comme ça jusqu'au bout des îles et terminer même jusqu'en Amérique du Sud, comme je disais la dernière fois, où on va ramener ensuite d'Amérique du Sud la fameuse patate douce. Donc, voilà le peuplement de la Terre se termine par nos îles, les îles du Pacifique. Alors, Et il y aurait là, plein de choses à dire sur le peuplement du oui. On Pacifique. arrive en Nouvelle-Zélande, voilà, au XIIIe siècle, ça se termine. Ouais. Donc il y a 700 ans seulement. Voilà pour la première chronique, on va dire. Et puis ensuite, on parle des malentendus, et notamment du mythe de la vaïnée. Alors, quels sont ces malentendus? Il y en a des malentendus quand on connaît pas une culture. Il y en a dans les deux sens déjà. Alors là, on va être au moment de Bougainville, Wallis, voilà les explorateurs qui vont parcourir l'océan Pacifique. Et notamment le gros malentendu, celui du mythe de la vaïnée, la vaïnée polynésienne, suave, qui est gentille avec la jante masculine. Je fais attention à ce que je dis, parce qu'il y a peut-être des mineurs aussi qui vont écouter cette vidéo, donc voilà. Et donc, on est loin de tout ça. Les historiens se sont beaucoup penchés sur le sujet. On a regardé vraiment les écrits originaux de ces explorateurs qui racontaient plutôt que les jeunes filles très, 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 très jeunes étaient par exemple forcées d'avoir des relations avec les marins occidentaux. Alors voilà un premier malentendu. On pensait tomber sur des jeunes femmes assez ouvertes. Et non. Et puis le malentendu de l'autre sens, c'est que les Polynésiens, eux, poussaient et forçaient ces jeunes filles parce qu'on croyait avoir en face des dieux. Et on pensait donc pouvoir enfanter et accoucher d'enfants issus de Dieu. Il faut dire qu'on ne les a pas aidés pour penser le contraire. Deux choses, par exemple, Samuel Wallis, son navire, il était peint de rouge et de jaune. Rouge et jaune, ce sont les couleurs du dieu Oro, le dieu de la guerre.
à Tahiti. Donc voilà, sur cette grosse pirogue, sans balancier, cette grosse île, ça pouvait être que des dieux, une puissance vraiment surnaturelle qui arrivait devant nous, qui avons seulement des pirogues avec balancier. Et puis un autre fait qui pouvait penser que c'était le dieu Oro qui débarquait quand les hommes du capitaine Samuel Wallis, eux aussi, ont fait usage de leurs canons et de leurs mousquets. Ils tiraient comme ça avec le mousquet, vraiment, comme ça, hein, pour viser. Et donc sortaient du mousquet et donc de leur bouche, sortaient des munitions qu'on prenait pour des pierres et du feu. Hein, à l'époque, la poudre produisait du feu. Et Oro, c'était le dieu du tonnerre et de l'orage, etc. Donc également, là aussi, on a pensé ça. Et c'est le pasteur William Ellis qui, 40 ans plus tard, recueille les confidences des Tahitiens qui confient au pasteur avoir pensé que c'était Oro qui arrivait en personne parce qu'on avait affaire à des hommes qui crachaient du feu. Hein, Oui, pourri, et ces jeunes c'est craché. filles offertes, c'était une sorte d'offrande aussi quelque part aux dieux. Sorte d'offrande et du coup même de prostitution, hein, puisque les hommes, en échange, les marins offraient du fer, des clous, etc., en échange de ces relations finalement tarifées. Donc Ça voilà le mythe. n'existait pas, en plus, ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas. Et puis notre pauvre Bougainville, lui, qui a inventé vraiment le mythe de la nouvelle cithère et de la vainée, le pauvre, il tombe en plein siècle des Lumières. Il est empreint de la société des Lumières et des enfants et de la bonté de la nature et de la bonté divine que l'homme a corrompu. Et là, il arrive dans des îles, il se dit à l'abri de la corruption justement de l'homme. Et donc il lui-même n'emploie pas le terme bon sauvage, mais on est voilà, il va décrire le bon sauvage. Et il est vraiment dans un délire gréco-romain de la Grèce antique qui revient à l'époque à la mode. Alors il appelle un tel Ajax, un autre Hercule, et il affuble de noms de dieux de la mythologie grecque, des Tahitiens. Et le botaniste James Cook le fera également, Joseph Banks, va lui aussi se plaire et se complaire à ça, quoi. Hein. Cythère, c'était une île idéalisée divine pendant la Grèce antique, là où était vraiment la quintessence féminine. Donc voilà, Il n'en fallait voilà pas plus pour que les lecteurs de Bougainville en bien fassent sûr. un mythe et en imaginent Lavaïné, notamment la femme polynésienne plutôt frivole, vivant Exactement. nue. Et les croquis qui en remettent une couche par derrière, parce que les hommes à l'époque à bord faisaient des croquis très très justes sur ce qu'ils voyaient, c'est-à-dire par exemple des femmes habillées, hein, notamment avec la poitrine couverte. Et en Europe, les artistes qui reprenaient les croquis qui servaient de travail de base, eux, aimaient à peindre et à dessiner des personnages vraiment au contour issus de l'esthétique gréco-latine antique, et puis de dévêtir et de montrer les poitrines des femmes tahitiennes qui couvraient leur poitrine, par exemple de tapa. Donc, on était habillés à l'époque, hein, tout simplement. On n'était Oui, pas pas de la même nus. manière, mais on était habillés. Est-ce que ce malentendu existe aussi en Nouvelle-Calédonie? Oui, ben oui, également. Alors, on avait d'un côté la nature heureuse et bienveillante, et puis en Nouvelle-Calédonie, on avait les horribles sauvages, les horribles cannibales. Et le cannibalisme, c'est un gros, gros, gros malentendu. Hein. On a eu du cannibalisme, il y en a eu dans le monde entier, il y en a toujours eu. Malheureusement, nous, les hommes, on a toujours mangé d'autres hommes quand il le fallait, ou telle cérémonie. Hein. Jules César écrit lui aussi que les Gaulois mangeaient et se livraient à l'anthropophagie. Et ben, comme Jules César, nous, et c'était en fait pour discréditer les Gaulois et pour accréditer ses conquêtes en Gaule, regardez, moi, Jules César, le Romain, j'apporte la civilisation. Ben, on a fait pareil. Moi, mes ancêtres européens ont fait pareil. Regardez, voilà des cannibales et on va leur apporter la civilisation. Il y avait du cannibalisme, il ne faut pas être naïf, mais c'était très rituel. Dans la pensée kanak, il suffit de demander aux Kanaks, hein, ils pourront l'exprimer beaucoup mieux que moi, ils seront légitimes pour le dire. On n'est pas tuer quelqu'un, faire couler le sang pour rien, juste pour le plaisir de le manger, ça n'existe pas. Hein, c'est insensé. Par contre, ramener le corps d'un guerrier à qui on a fait la guerre et d'un chef puissant qu'on a réussi à combattre et manger, par exemple, pour absorber sa puissance, son esprit, et manger sa tête, son cerveau et une partie de son corps, oui, ça existe, mais quand on l'explique comme ça se comprend.
Oui, c'était C'est- symbolique, hein. Et d'ailleurs, tu parles de l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est la même chose en Polynésie. Bien Euh, sûr. Et en plus de ça, malheureusement, alors on disait, mais si, même dans leurs récits, il y a du cannibalisme, on n'arrête pas d'avoir des ogresses ou des femmes qui mangent les hommes, etc. Le problème, c'est qu'on a on a le même mot, et c'est même une litote, le mot manger et le mot avoir une relation sexuelle, c'est le même mot. Ah, Donc d'accord. finalement, dans les récits de la littérature orale, souvent c'était telle et telle femme couche avec tel et tel homme, et nous, on a compris, telle et telle femme dévore Mange, tel et oui. tel homme. Mais même en France aussi, on dit Oui. que les femmes peuvent dévorer des hommes, etc. Donc voilà, il faut Dans, faire et dans voilà, les des contes, malentendus. dans les contes aussi, d'ailleurs, on parle d'ogres qui mangent des enfants. Voilà. Absolument, absolument. Ça regorge d'allusions en permanence. Mais là-bas, on a voulu vraiment comprendre ce qu'on voulait bien comprendre. Et puis, l'acmé, le point de ce malentendu, c'est les expositions après coloniales, hein, les zoos humains en Europe, où on montrait des dangereux cannibales, des sauvages calédoniens, kanaks. Et alors ça, c'était dans la deuxième partie du 19e siècle jusqu'en 1931 en France, hein, à Paris, où on a pendant l'exposition coloniale, c'est pas à Vincennes, mais c'est pendant. C'était parce que la Nouvelle-Calédonie ne participait pas à cette expo coloniale, mais c'était pareil. Au journal d'acclimatation, on avait des Kanaks présentés comme cannibales qui devaient mimer, singer des actes de cannibalisme pour effrayer tout simplement les visiteurs. Mais c'est comme maintenant on irait au cinéma pour ressentir la frayeur en regardant un film d'horreur. Oui. C'était vraiment de la mise en scène, que la mise en scène pour effrayer. Mais malheureusement, il n'y avait aucun échange. Donc c'est ça le Oui. problème, c'est qu'on se Et contentait de regarder. c'est 1931, c'est pas si loin, hein, C'est pas si loin, faut faire attention et vraiment. Et là, et même on se dit que le racisme en France est vraiment apparu, hein, avec les expositions coloniales, parce qu'il n'y avait pas que des Kanaks, on présentait aussi des indigènes du Vietnam, d'Afrique, etc., qui devaient singer, mimer de prétendues coutumes qu'on inventait, hein, et pousser des cris gutturaux, etc. C'est ce qu'on leur demandait. Et par exemple, on avait des fonctionnaires Kanaks qui parlaient et qui parfaitement français, qui débarquaient donc à Paris en 1931. On a un Kanak qui est même installé à Paris, en France, qui est resté en France, qui est tombé amoureuse d'une Française, qui a vécu ensuite à Bordeaux, qui est habillée d'un complet, en costume, tout simplement, comme un homme qu'il est, quoi. Et on a le grand-père du footballeur Carambeu, qui faisait partie de ce malheureux voyage. Et quand le ministre à Paris a été au courant de ce funeste projet et qui était en place, il a demandé qu'on arrête vraiment ce système, quoi, hein, fait par quelques hommes à Nouméa, envoyés par Nouméa. Donc ça s'est arrêté du jour au lendemain. Heureusement, ils ont été échangés, troqués par des crocodiles. Il y a un bouquin très bien, c'est Didier Daninck, ça s'appelle Cannibal, c'est un super bouquin et qui raconte ça, hein. C'est très très bien écrit. Et voilà. Donc voilà une autre chronique, ouais, que je ouais. raconte. Les malentendus, tout ça, ça forme des malentendus et il faut sortir des Et après, malentendus, ça il faut devient raconter. un peu comme ces histoires, ces légendes urbaines qu'on répète sans vérifier, et puis ça devient une vérité quelque part, hein. Donc, c'est C'est chouette ça d'avoir alors. fait un volet là-dessus sur les malentendus. C'est salvateur quand les populations locales tournent en dérision ces malentendus. Et moi, j'ai plein d'exemples à raconter là-dessus, hein. J'ai hâte de découvrir ton livre. Ensuite, on fait un autre petit tour, cette fois, vers les langues. Ah, les langues. L'Océanie, c'est un paradis. On le sait, mais c'est surtout un paradis pour les linguistes, parce qu'on a un cinquième des langues du monde qui sont parlées en Océanie. Donc, c'est des quantités incroyables de langues, une diversité linguistique unique au monde, hein. Ne serait-ce qu'en Polynésie française, où finalement, on a entre 6 et 7 langues, hein. On n'est pas d'accord entre nous, les linguistes, pour savoir vraiment combien il y a de langues. Donc, c'est bien aussi de ne pas savoir, ça laisse encore le temps de chercher, mais on a 400 langues, 400-500 langues sur l'Océanie, on a plus de 1000 langues en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et je ne parle même pas des dialectes, hein, c'est-à-dire, même en Nouvelle-Calédonie, on a 28 langues kanak et une dizaine d'autres dialectes. Donc, ce sont des choses formidables et des langues qui appartiennent, en tout cas pour les langues océaniennes, donc
on enlève les langues papoues, à une grande et même famille. Donc, on a quelques points communs. Tout comme on peut avoir des points communs entre le français, l'allemand, qui appartiennent à la famille des langues indo-européennes, mais même des points communs entre l'iranien et le français, le persan, qui appartient aussi à la même famille, et également le breton et le français, le breton et l'irlandais, etc., etc. Donc, il y a des points communs, il y a des différences. Il ne faut pas dire un persan qui parle la même langue qu'un français, même s'il y a des points communs. Je pense au mot mat, échec et mat, en persan mat, c'est mourir, et ben voilà. En tamoul, le frère, c'est brata, ça a donné brother en anglais, bruder en allemand, voilà des points communs. Et ben là-bas, en Océanie, on a aussi des points communs et aussi des différences. Les points communs, ça va être par exemple le mot 5, c'est rima, ça va être la main. Bon, les Tahitiens, ils ont voulu changer rima, ils disent paix après, mais au départ, ils disaient rima. Mata, c'est l'œil, et ben mata, c'est l'œil à Tahiti, à Samoa, même en indonésien. Demain, on rencontrera un Indonésien, on dira je connais comment on dit œil, on dit mata, etc., etc. Utu, c'est la puce, ça a donné kutu en indonésien, et pourtant Tahiti et Indonésie, c'est pas la porte à côté. Donc voilà, mais tout ça, c'est le témoin. Alors, c'est ce qu'on appelle les langues austronésiennes. Absolument, oui, c'est la famille des langues austronésiennes, la deuxième plus grande famille de langues au monde, après les langues nigéro-congolaises, donc une partie de langues africaines. Voilà, un sacré héritage à faire vivre, parce que ce sont évidemment, comme le breton, comme toutes ces petites langues par le nombre de locuteurs, mais grandes langues et des langues très riches, ce sont des langues qui sont en danger d'extinction. Forcément, on parle des langues plus importantes, que ce soit l'anglais, le français, mais même le marquisien est en danger face aux Tahitiens. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi à l'aéroport, le premier vol du matin, 5h30, le vol pour Atuona aux îles Marquises, l'annonce se fait en français et en tahitien et pas en français et en marquisien. Au final, ça a l'air effectivement de détails comme ça, mais ce sont ces détails qui vont participer à la sauvegarde d'une langue. Ben oui, il faut, moi, quand je vais au restaurant à Paris, au Havre, à Brest, j'ai une carte en français. Il faudrait qu'à Fara ou à Touna, j'ai une carte en langue, une carte en marquisien, une carte en tahitien. Ce serait marqué en petit la traduction en français, comme moi j'ai dans les restaurants touristiques en France une carte en français avec marqué en dessous en anglais. Voilà, faudrait. C'est des petits riens, comme tu dis, oui, qui font la différence. La langue, c'est chaque locuteur est responsable de la sauvegarde de sa langue, et une langue doit évoluer. Il ne faut pas figer la langue et dire tu parles un mauvais tahitien parce qu'on doit dire ça. Non, la langue peut évoluer, la langue évolue tous les jours, le français évolue tous les jours. Il n'y a pas de raison que le tahitien n'évolue pas non plus. Puis elle évolue de fait aussi par la modernité, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui existent aujourd'hui, enfin des objets qui existent aujourd'hui, et donc forcément des mots qui existent, qui ont dû être créés, parce que ces objets n'existaient pas il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans. Oui, et même la grammaire, l'injonction « il faut que je vienne », en tahitien, on entend beaucoup maintenant « il faut ». Ah oui. Pour la particule, à la place de, en français, on dit il faut, il faut, mais IFO, c'est du tahitien. Oui. Et ça rentre, voilà, ça, c'est pas grave. Ça, il n'y a pas de problème, je pense. C'est là où, quand une langue meurt, c'est une langue qui n'évolue pas, on peut dire ça? Ah oui, le latin, c'est une langue morte, encore parlée, mais morte, par exemple, le latin n'évolue pas. Il n'y a pas d'emprunt, et pourtant le latin se pratique encore. On peut parler latin tous les jours. Les messes, il n'y a encore pas longtemps, étaient dites en latin. Mais c'était une langue liturgique au XXe siècle. Mais c'est une langue morte parce qu'elle n'évolue pas. Et une langue, c'est un être humain, ça doit vivre, ça doit évoluer, ça doit échanger avec ses petits copains et ses petites copines. Oui, et la langue n'échappe pas à cette règle. Et on va terminer ce petit plongeon dans l'Océanie avec les poilus. Alors, les poilus, ce n'est pas des gens qui ont des poils, hein? Non, non. C'était les poilus au temps de la guerre. Au temps de la guerre, on a commémoré il y a quelques années le centenaire de la Première Guerre mondiale. Guerre vraiment mondiale qui a touché le Pacifique. Puisque Papeete, cette ville du bout du monde, a été bombardée par la marine allemande en septembre 1914. Donc même là-bas, on a subi… Et on dit d'ailleurs, tu diras si c'est une bêtise, on dit d'ailleurs que c'était la première victoire
durant la guerre, quelque Oui, parce que part. finalement, après, les Allemands sont repartis très vite Oui, c'est ça. à Maxime d'Estremaux, un amiral français qui était là-bas et qui a su défendre, avec notamment la famille Drolet aussi, une grande famille tahitienne, la famille Drolet, qui était en poste à Papeete et qui a défendu Papeete, qui a touché donc la Grande Guerre, la Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale a touché Tahiti et les îles alentours, qui a touché aussi la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les îles Samoa qui étaient allemandes, hein, une Mmh. partie des îles Samoa était allemande. Et puis beaucoup d'hommes ont été appelés pour combattre au front en Europe, hein, des Tahitiens, des Calédoniens, de toutes les ethnies. Et je ne savais pas, il y a même eu des Maoris, donc des Anglo-Saxons. Mais oui, on a les Maoris de Nouvelle-Zélande qui ont débarqué en Europe pour aller combattre, notamment en premier à Gallipoli, une grosse bataille menée par les Anglaises et perdue. Et puis ensuite, dans la bataille sur le front du Nord, hein, à la frontière franco-belge actuelle, et bataille de la Somme, etc., 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 Et étaient incorporés dans ce très bataillon. longtemps, on les appelait des poilus. Alors, eux, on les appelait les diggers, les Ah, creuseurs, parce que ils creusaient beaucoup de tranchées. Ils étaient vraiment employés pour ça par l'armée britannique. Hein. Donc la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ce sont à l'époque deux dominions britanniques, c'est-à-dire ce sont des pays quasiment indépendants qui ont une armée. D'ailleurs, c'est cette armée-là qui va partir combattre. Et puis, pour la Nouvelle-Zélande, par exemple, ils ont des possessions à eux, comme Niue, Tokelau, etc., qu'ils ont encore d'ailleurs au XXIe siècle, et les îles Cook. Et les combattants même de ces toutes petites îles, je pense à Niue, vont arriver jusqu'en France. On a 300 habitants, 300 combattants de Niue qui vont arriver en France, la population, donc 10% des habitants qui vont venir combattre en Europe de la petite île de Niue. C'est assez comment se impressionnant. passe d'ailleurs cet appel à aider au niveau de la guerre dans les îles? Comment on les convainc de venir faire la guerre dans un pays qui Ben, n'est pas le leur, qui est très c'est loin ça. de là où ils habitent? C'est un peu. Il y a différents procédés, différents même, je vais dire, stratagèmes. Soit on peut s'adresser, par exemple, à un chef et on lui dit de qui tu veux te débarrasser, Ah oui. clairement, qui te gêne, etc. Donne-nous celui, enfin voilà. Comme ça, tu as les mains libres. Ça s'est passé comme ça dans certaines colonies françaises, hein, et dans le Pacifique aussi. Soit on fait appel au sentiment patriotique naissant, on venait aider la mère patrie, hein, donc ça existe aussi. Dans ce cas-là, on vient aider la mère patrie. Venez embarquer, venez découvrir la mère patrie, venez dans le voyage également. Et puis, les religions aussi, hein, on est empreint notamment de la religion protestante, donc anglo-saxonne, et venez aider également les anglo-saxons à venir combattre les Allemands, hein, puisque c'était ça la Première Guerre mondiale, on combattait l'Allemagne. Donc voilà comment ça se passe l'enrôlement. On ne comprend pas toujours, au final, quand on s'enrôle, pourquoi on va le faire et jusqu'où on va aller, et qu'on risque la mort. Hein. Beaucoup de soldats sont Et morts, hein, les Kanaks. est-ce qu'on sait combien de soldats comme ça sont partis et combien en sont revenus? Oui, oui, on sait, bien sûr. Alors, je vais prendre le chiffre. Hein. Par exemple, hein, en Calédonie, on a 338 Kanaks, pour parler par exemple des indigènes de cette colonie à l'époque. C'est comme ça qu'on parle, hein, des 338 Kanaks qui sont jamais revenus, qui sont inscrits sur le monument aux morts à Nouméa, par exemple. Hein, on est 338, c'est morts, hein, qui sont jamais revenus sur un millier d'engagés. Donc, on a un tiers des engagés qui ne reviendront pas. C'est le coefficient, le ratio le plus élevé dans tout l'Empire français. Hein, c'est des chiffres absolument impressionnants. Et d'autant plus que. Alors, à Tahiti aussi, on a 300 hommes qui ne sont jamais revenus à l'époque. Hein, c'est Pareil, pareil, on a sur à peu près 1000 hommes partis. engagés, oui, ouais, c'est ça. Donc, à chaque fois, ce sont des chiffres énormes. Alors, au départ, on n'avait que
les hommes d'origine européenne qui avaient la citoyenneté française qui s'engageaient. Et puis au fur et à mesure, et c'était pareil en Nouvelle-Zélande, et au fur et à mesure que la guerre et qu'on avait besoin de plus en plus d'hommes, et ben dans ce cas-là, on faisait appel aux indigènes. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé en France à avoir des Maoris de Nouvelle-Zélande amenés par la Nouvelle-Zélande anglo-saxonne, des Tahitiens, également des Marquisiens, et des Kanaks de Calédonie, aussi du Vanuatu, qui venaient, des néo-hybridés qui venaient par la Calédonie, qui se sont retrouvés à faire cette Première Guerre mondiale en 1914-1918. Ils combattaient surtout l'été. L'hiver était beaucoup trop rigoureux. Alors l'hiver, ils étaient acclimatés, ils étaient mis dans des camps et des casernes, dans les camps militaires, dans le sud de la France, à Cannes, à Saint-Raphaël, autour de Saint-Tropez, etc. On a eu beaucoup, beaucoup de camps militaires qu'ont reçus les soldats de l'Empire français, dont des Kanaks, dont des Tahitiens, pour passer l'hiver un petit peu C'est plutôt moins. bienveillant. Enfin, c'est plutôt même étonnant, j'ai envie de dire, de penser à ça. Oui, ben oui, on voulait absolument avoir des militaires aptes à combattre. Et un militaire qui a froid ne peut pas combattre. Ils étaient dans ces camps-là. Et ensuite, même les hôpitaux manquaient, les hôpitaux militaires manquaient. Donc, on a réquisitionné des hôtels. Le Carlton à Cannes a hébergé des combattants tahitiens blessés. Et beaucoup, beaucoup de Tahitiens sont morts sur la Côte d'Azur dans ces hôpitaux militaires. Finalement, ils sont morts non pas de blessures dues à leur combat, mais toujours pareil, de fièvre, de maladies qu'ils attrapaient en France. On a 181 militaires océaniens qui sont morts dans les hôpitaux, à Fréjus par exemple, et sur la Côte d'Azur. Personne ne le sait, il n'y a pas une statue, il n'y a pas une plaque, il n'y a aucun lieu de recueillement pour ces soldats-là qui ont péri dans ces camps Et militaires. qui n'ont pas été renvoyés dans leur pays d'origine. Non, non, ça c'est les lois internationales. Un soldat qui meurt dans un pays, il est enterré dans le pays dans lequel il meurt. Alors il y a des exceptions, régulièrement, il y a des tirailleurs Kanaks qui repartent au pays, convoyés par l'armée. L'armée rend au pays. On connaît l'attachement qu'ont les Kanaks pour leur terre. Et donc régulièrement, et le dernier c'était un homme de Tiga. Donc Tiga c'est une toute petite île entre Marais et Lifou, dans les îles Loyauté. Et il y a un homme comme ça qui est reparti avec les honneurs militaires déjà qui lui ont été rendus à l'Arc de Triomphe à Paris. Et il est reparti sur son île natale. Mais après, ce type de démarche doit être, comment on va dire, initié par la famille, j'imagine. Initié par la famille, et, oui, puis il y a l'ONAC, l'Office national des anciens combattants, qui travaille évidemment pour tout ça. Donc voilà. C'est comme ça. Donc on a beaucoup de combattants du monde entier dans cette guerre mondiale, et évidemment des combattants d'Océanie, forcément. Et la Nouvelle-Zélande, tous les ans, commémore cette fameuse bataille de Villers-le-Bretonneux. Et c'est là où vraiment on a vaincu. Alors, Villers-le-Bretonneux, c'est une bataille où les soldats tahitiens se sont exprimés, mais on a l'Anzac qui est au mois d'avril, c'est la journée nationale du souvenir des armées néo-zélandaises et australiennes, pour parler très vite. Et tous les ans, dans la Somme, près d'Amiens, en France, donc on a toute une délégation d'hommes politiques de Nouvelle-Zélande, les ministres, les premiers ministres. Et là, il y a bientôt 2 ans, c'était le centenaire, on a eu le Premier ministre français qui, dès l'aube, la cérémonie commence à 4h30, 5h du matin, assiste à cette cérémonie de commémoration avec la famille, des représentants de la famille britannique, la famille royale britannique, et des ministres néo-zélandais aux côtés des ministres français qui commémorent les liens indéfectibles entre la Nouvelle-Zélande du coup et la France, les liens Oui, gravés. il y aurait plein de choses à dire sur ces liens entre la France et la Nouvelle-Zélande. En tout cas, merci pour ces tranches d'histoire, de culture, etc., mis par écrit dans ce nouveau livre que tu viens d'écrire, Chronique du Pacifique, qui vient juste de sortir, Histoire et culture d'Océanie, donc aux éditions de Moana. Je t'interromps parce qu'évidemment, on pourrait rester des heures à en parler, mais l'idée, c'est aussi d'inviter les gens à aller chercher l'info par eux-mêmes. Et Ah oui, oui. Ben oui. quand elle est si bien
décrite dans un livre facile à lire pour tout le monde, parce que là, la culture et l'histoire, c'est vraiment là pour tout le monde. Hein. Tu ne l'écris pas pour des étudiants qui font des études spécialistes, comme toi, par Ah oui, exemple, non, c'est dans pour tout le monde. l'Océanie. C'est vraiment une façon de découvrir un pays, et là, on parle de l'Océanie. Donc, merci encore une fois. Merci Lénaïque. Et puis, je ne te dis pas adieu, parce que certainement que on pourrait en faire d'autres, des À émissions. bientôt, mais oui, à Voilà. bientôt. On se verra. À ton prochain livre. Exactement. À bientôt. Merci Lénaïque. Merci Alexandre.